Aujourd'hui, je voudrais faire le point avec vous sur les différentes façons existantes d'étudier la planète Mars et voir dans quelle mesure ces approches peuvent être complémentaires ou alors débusquer des lièvres qu'on n'aurait pas débusqués autrement. Alors je pense qu'ici, vous êtes tous familiers avec l'approche dite spatiale. Donc depuis plus de 40 ans, on a une approche à distance puisqu'on envoie des sondes régulièrement autour de la planète Mars avec un certain nombre d'instruments qui nous permettent de faire la spectroscopie de la surface, donc d'avoir une vision globale. Vous connaissez aussi une approche plus au contact, on va dire. Donc ça, ce sont les petits robots qu'on envoie généralement sur l'équateur martien et qui permettent une analyse directe in situ des roches rencontrées. Et enfin, une approche un peu plus singulière, c'est aussi une approche au contact, mais on va dire que là, c'est du contact direct, ce n'est pas un robot, c'est nous-mêmes, puisqu'on est capable d'étudier en direct le sous-sol martien à partir de roches tout à fait exceptionnelles, qui sont les météorites martiennes, qui ont le curieux acronyme de SNC. Donc SNCS même, ce qui fait toujours rire les militants politiques. Donc maintenant, alors ces météorites martiennes, autant vous dire qu'il s'agit d'objets assez rares, puisqu'il faut des impacts assez prodigieux et conséquents pour pouvoir arracher du sous-sol martien des éjectats qui puissent repartir avec une vitesse suffisante pour échapper évidemment à la gravité martienne, qui est assez conséquente, puisque Mars, ce n'est pas un astéroïde, c'est une planète qui fait à peu près la moitié de la taille de la Terre. Et la vitesse de cet éjecta, elle doit être supérieure à 5 km/s pour que ces éjectats sortent de l'attraction donc, de Mars. Et après, que par chance, ils rencontrent l'orbite terrestre pour pouvoir être attirés sur Terre. Donc c'est une succession, une séquence d'événements pas si facile. Et du coup, ces météorites martiennes sont des objets extrêmement rares. Pour vous donner un ordre de grandeur, en fait, ce n'est pas 22 000, mais à peu près 25 000 différentes météorites recensées à ce jour. Là, on connaît 38 martiennes, ça fait à peu près un pourcentage inférieur à 1%, de l'ordre de quelques pour 1000, de l'essentiel des météorites que l'on connaît. Alors, je vous rappellerai, ça vous devez tous le savoir, que notre principal réservoir en météorites, c'est donc pas Mars ou la Lune, mais c'est la ceinture d'astéroïdes donc située entre Mars et Jupiter, qui est cette espèce de ceinture donc de planète qui n'a pas pu accréter du fait du phénomène de marée lié à la présence proche de Jupiter, qui a empêché l'accrétion de ces blocs. Et donc, la ceinture d'astéroïdes, c'est notre principal réservoir en météorites, qui sont essentiellement des chondrites. Les chondrites, c'est à peu près 85% des chutes, donc c'est vraiment l'essentiel des chutes. Ce sont des corps non différenciés qui ont la composition du Soleil et qui sont donc des fragments de petits astéroïdes où on trouve en quantité plus ou moins égale des phases métalliques et des phases silicatées sous forme de chondres qui sont des petites billes, d'où le terme de chondrite. Donc ça, elle représente à peu près 85% des chutes. Les 15% restants viennent de corps dits différenciés. Donc ce sont des corps plus gros. Donc ces corps étant plus gros, qu'est-ce qui s'est passé? C'est une histoire de rapport surface-volume. La chaleur de l'accrétion n'a pas pu s'échapper facilement. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont fonctionné comme des hauts fourneaux. Et toutes les phases riches en fer se sont séparées des phases silicatées plus légères pour migrer vers le centre, faire des noyaux donc planétaires riches en fer et des bordures silicatées. Donc en vert, on aurait une bordure type mantélique et en jaune, des croûtes basaltiques. Donc ces météorites différenciées, on en distingue en gros 3 grandes catégories. Les météorites de fer, c'est à peu près 5% des chutes. Les palasites, alors elles sont tout à fait intéressantes parce qu'elles représenteraient la limite en fait entre le noyau et le manteau de ces corps planétaires. Et enfin, ce qu'on appelle les achondrites basaltiques. Donc ces achondrites, ce sont des fragments arrachés aux surfaces basaltiques des grosses planètes, dont la planète Mars, qui nous préoccupe aujourd'hui. Mais je fais une petite parenthèse parce que dans le domaine des météorites, c'est un domaine assez étrange, mais il y a encore plein de questions au premier ordre à résoudre.
je ne vais pas toutes les passer en revue, mais une question centrale, c'est que, OK, on a des météorites de fer, on a des croûtes d'astéroïdes, mais on n'a pas trouvé jusqu'à présent de météorites représentatives de manteaux. Hein, alors, des manteaux de gros corps type Mars ou la Lune, on comprend, hein, mais des manteaux d'astéroïdes, à partir du moment où on a des noyaux d'astéroïdes, pourquoi on n'a pas des météorites dites mantéliques, donc qui seraient saturées en olivine et qui seraient comparables à des roches du manteau terrestre. Bon, mais là, c'est un peu beyond the scope, hein, donc je ne vais pas en parler. Et je vais donc vous parler de ces météorites martiennes, les SNC. Donc elles ont ce nom curieux, donc c'est un acronyme qui correspond au grand type de pétrographique rencontré dans ces roches. Alors S, c'est comme Chergotti, c'est une roche en fait tout à fait banale, c'est une espèce de basalte. N comme Nakla, Nakla c'est une roche qui est riche en pyroxène, qui est verte. Et Chassigny, c'est une roche riche en olivine. On dit souvent du Nietzsche, je n'aime pas, parce que ce n'est pas du tout une roche qui vient du manteau martien, c'est une roche qui viendrait d'une chambre magmatique crustale dans Mars, donc avec ségrégation de cristaux d'olivine. Donc ce n'est pas une roche profonde. Donc en fait, et ces roches, quand on les regarde, elles se ressemblent à s'y méprendre à des roches terrestres. La seule différence qui fait qu'on est en première analyse sûre qu'il ne s'agit pas de roches terrestres, c'est cette croûte de fusion, qui témoignent de leur origine extraterrestre, donc, puisque quand ces météorites arrivent à grande vitesse dans l'atmosphère terrestre, les frottements sont intenses, vous avez donc fusion, et vous avez cette croûte vitrifiée qui les identifie comme ça, en première analyse, à des météorites. Mais évidemment, ça ne suffit pas pour dire que c'est martien. Donc avant de faire cette espèce de synthèse entre les différentes approches, je voudrais vous convaincre que ces météorites sont bien martiennes, donc avant après de confronter les informations qu'elles nous apportent avec les données spatiales. Donc alors pourquoi sont-elles martiennes? En fait, on a trois grandes catégories d'arguments. L'argument qui reporte sur l'âge, le corps parent unique et les gaz martiens qui sont piégés dans ces météorites. Alors l'âge de cristallisation, alors ça c'est quand même quelque chose d'assez évident, c'est qu'en fait, plus un corps est petit, comme dans la ceinture d'astéroïdes, plus c'est refroidi vite, donc plus en fait les roches qui viennent de ces astéroïdes sont d'âge ancien. Évidemment, toutes les chondrites qui viennent de la ceinture d'astéroïdes viennent de tout petits corps qui sont refroidis très vite, qui sont représentatifs donc des premiers instants du système solaire et qui ont des âges autour de 4,5, 4,4 milliards d'années. Et à l'opposé, quand on prend la Terre, c'est un gros corps tellurique qui n'a pas fini son refroidissement. Et donc on a toutes les gammes d'âge, depuis des âges très anciens jusqu'à des âges qu'on pourrait appeler des âges zéro. S'il y a une roche en ce moment qui se refroidit sur l'Etna, on en fait la datation. C'est donc une roche tout à fait actuelle. Et donc finalement, les corps planétaires qui vont être entre les deux vont avoir des âges intermédiaires. Et c'est précisément le cas de ces météorites martiennes. Quand on les date, bon, à l'exception de ALH, qui est unique en son genre et qui aurait 4,5 milliards d'années, on se trouve avec toute une gamme d'âge qui va de 175 millions d'années donc à 4,5 milliards d'années. Donc en fait, ces météorites reflètent une activité volcanique assez récente. Donc il faut, pour ce faire, avoir un corps d'origine, un corps parent suffisamment gros pour que l'activité volcanique soit encore efficace à des époques proches de la nôtre. Donc les chergotites sont jeunes. Ceci dit, il y a eu et on en reparlera, il y a eu de nombreuses discussions, et notamment l'équipe Albared à Lyon a remis en cause un certain nombre de ces âges et a effectivement montré que certaines de ces chergotites étaient très anciennes. Mais sinon, le groupe des naclites et des chassinites reste des roches récentes, 1,3 milliard d'années. C'est du récent tout ça. Et tout ça nous dit que de toute façon, ça, au premier ordre, rien qu'au niveau de l'âge, ça ne peut pas venir de la Lune. Alors vous allez me dire, c'est un gros corps, pourquoi pas Vénus? Vénus, on a quand même des problèmes parce que Vénus, c'est quand même un corps qui est beaucoup plus gros que Mars. Donc il va y avoir un champ gravitationnel plus puissant. Et en plus, il y a une atmosphère très, très épaisse. Donc c'est très difficile
d'avoir des objets qui soient éjectés de Vénus. Donc, pour l'instant, un des candidats le plus probable, c'est Mars, mais on a d'autres arguments qui vont confirmer cette origine. Alors, un autre argument, c'est que toutes ces météorites martiennes s'alignent sur une droite de pente 1,5 qui n'est pas la droite de fractionnement terrestre et lunaire dans un diagramme qui est un diagramme où vous avez les rapports isotopiques de l'oxygène 18/16 et 17/16. Et en fait, ces droites de fractionnement, ces liens des fractionnements de masse, sont tout à fait typiques, identifient, si vous voulez, la consanguinuité de toutes ces roches, puisqu'elles s'alignent sur une même droite, elles viennent du même réservoir. Et là, si on regarde l'ensemble des météorites, là on prend Mars, mais on prend tout un tas de catégories de météorites. Là, le diagramme, c'est un log, c'est pas la même chose. Mais je ne vous parle pas non plus des chondrites. Hein. En fait, on arrive à classifier de façon très très précise la totalité des météorites juste en regardant leur isotope de l'oxygène. Et chaque famille minéralogique et pétrographique correspond à une droite de fractionnement isotopique particulière. Alors, on ne sait pas encore à quoi ça correspond, mais si vous voulez, c'est vraiment une empreinte digitale qui permet de dire, bon, si vous êtes sur une même droite de fractionnement, toutes ces météorites sont consanguines, je dirais, et elles viennent du même corps parent. Donc, ces 38 météorites viennent d'un corps parent assez gros, qui n'est pas Vénus, qui n'est pas la Lune, viennent toutes du même corps parent, donc ça fait déjà un deuxième argument. Et enfin, le dernier argument, qui est un argument qui a été assez déterminant, c'est que quand on a fait l'analyse de certaines petites bulles de gaz piégées au moment de l'impact dans certaines météorites martiennes, l'analyse de ces gaz s'est avérée, bon, aux barres d'erreur près, tout à fait similaire à l'analyse des gaz qui avait été faite par les sondes Viking de l'atmosphère martienne, qui est tout à fait particulière et qui ne ressemble pas du tout à l'atmosphère terrestre. Donc on avait des météorites qui venaient d'un corps assez gros pour être près de la Terre, pour être Mars. Ça, c'est le premier argument. Deuxième argument, qui étaient toutes issues du même corps parent. Troisième argument, ce corps parent est de toute évidence Mars, quand on en juge la nature des gaz piégés dans ces météorites. Donc maintenant que j'espère vous avez la conviction que ces roches dont on va parler plus abondamment au cours de cet exposé sont des roches martiennes, on va essayer de voir les différentes approches utilisées pour étudier la planète Mars. Donc cette approche globale que vous connaissez surtout ici, puisque un certain nombre de missions spatiales ont été envoyées sur la planète Mars et ont permis de faire des cartographies de différents types avec des spectres d'émissions thermiques avec Oméga, donc des cartographies, de l'altimétrie, donc une vision globale de la planète. Les analyses in situ qui sont faites par les robots, et à l'heure actuelle, vous avez Spirit et Opportunity, donc avec Lionel Guston qui a dû vous en parler abondamment. Vous devez être tous au courant de ce qui se passe au niveau de ces analyses. Et en fait, les météorites, qui sont plutôt mon champ d'action, en tout cas pour l'instant, et donc qui sont des objets tout à fait locaux, c'est ce qu'on va voir, tout à fait particuliers, mais sur lesquels on peut faire énormément de choses. On peut faire de la minéralogie, on peut faire de la géochimie, surtout on peut faire de la datation, ce qu'on ne peut pas encore faire à partir des petits robots martiens. Alors au niveau du plan de l'exposé, je vais un peu adopter l'attitude de la technique du sablier, donc je vais commencer par les données orbitales qui sont les données les plus générales. Et après, je vais aller sur des données beaucoup plus ponctuelles qui sont les météorites. Donc, on va aller sur quelque chose de beaucoup plus précis et pointu. Et on va repartir à la fin sur les analyses in situ pour voir en quoi elles corroborent ou elles ne corroborent pas les données acquises par les météorites. Donc, un plan en 3 parties. Les données des sondes en orbite, la pétrologie, la minéralogie des martiennes, les robots, des analyses donc in situ qui sont faites à l'heure actuelle et une synthèse dans laquelle on va essayer de voir combien toutes ces approches complémentaires permettent de nous dire un certain nombre de choses sur le magmatisme martien, sur les phénomènes de différenciation, le type de magmatisme, les problèmes de croûte primitive et sur les conditions d'altération existant à la surface de Mars.
Donc ça, c'est un peu du b.a.-ba, hein, vous êtes tous au courant. Donc ces sondes qui sont parties depuis plus de 40 ans en orbite autour de Mars nous ont permis d'avoir une idée de la géographie, de l'altimétrie de la planète Mars. Donc vous connaissez tous ces images avec un hémisphère sud très très cratérisé tel que la Lune. Bon, et ça c'est le témoin du bombardement météoritique intense qui a eu lieu à 4 milliards. Donc c'est un hémisphère sud très ancien, un hémisphère nord plus récent, moins cratérisé, donc d'âge plus récent, et enfin ces grands dômes volcaniques, hein, donc, portant des volcans boucliers absolument de taille prodigieuse, dont le volcan Olympe, qui est donc quand même un des plus grands volcans du système solaire. Donc j'ai volontairement, et puis la grande fracture de Valles Marineris, j'ai volontairement utilisé ce code couleur un peu tristounet, parce que le code couleur le plus utilisé, donc pour les données d'altimétrie acquises grâce à l'altimètre MOLA, c'est effectivement les terrains cratérisés anciens du sud sont orange et sont d'altitude élevée. Les terrains du nord sont à 100 000 mètres de moins, sont beaucoup plus bas, si vous voulez, beaucoup plus plans. Et il y a ces grands dômes volcaniques et ce cratère d'Hélas au sud. C'est vrai que ce code couleur, de façon un peu implicite, semblerait indiquer qu'on a des terrains émergés, qu'on aurait eu des terrains émergés au nord et un grand océan non, au sud, un grand océan au nord avec une ligne de rivage, mais tout ça c'est de la fiction, vous le savez, mais c'était quand même un peu dans la tête d'un certain nombre de gens il y a plus de 20 ans. On va voir que tous ces terrains sont absolument secs et n'ont même pas connu d'eau dans le début de l'histoire de la planète. Donc, ces terrains du Sud, un sondage noachien, donc c'est des terrains très anciens. Les terrains un peu plus au nord, c'est d'âge hespérien. Et enfin, ces volcans boucliers qui ont commencé leur activité en des temps très anciens entre le noachien et l'hespérien, qui correspondent à des points chauds extrêmement actifs et qui ont continué cette activité jusqu'à des périodes récentes situées dans l'Amazonien. Donc c'est les grands dômes de Tharsis et d'Elysium. Alors ce qui est très intéressant, hein, parce que bon, moi au départ je suis géologue terrestre, ce qui différencie vraiment Mars de la Terre, c'est qu'on a près de 70% de terrain équivalent archéen, alors que sur Terre, les noyaux de roches anciennes, hein, les noyaux archéens, c'est moins d'1% de la surface. Et un des grands problèmes qui nous concerne sur Terre, c'est la nature de la croûte primitive. Alors du fait qu'il y ait de la tectonique des plaques, etc., on ne la trouve pas, cette croûte primitive. Alors c'est une petite parenthèse, et souvent du coup, on prend le paradigme lunaire de croûte primitive anorthositique comme paradigme. Et finalement, est-ce que c'est un bon paradigme? Évidemment non, mais on peut le voir pourquoi et on pourra en discuter. Mais c'est une grande question que Mars pourrait nous aider à résoudre. Quelle est la nature de la croûte primitive? Puisqu'on a à l'affleurement, finalement, un livre ouvert avec des archives extrêmement anciennes et où l'essentiel des roches qui affleurent, puisqu'il n'y a pas de tectonique sur Mars, c'est des roches d'équivalent archéen. Pour moi, c'est une question premier ordre et que j'aime bien remettre un peu en avant le plus souvent possible, et question qui n'est pas encore résolue et qui, à mon avis, est fondamentale. Donc, ça, c'est une petite parenthèse pour revenir aux météorites martiennes. Hein. Donc, en termes d'âge, c'est un peu paradoxal parce qu'il n'y aurait qu'une, si on s'en fie aux âges tels qu'ils étaient proposés encore il y a quelques années, il n'y aurait qu'une seule de ces météorites qui aurait un âge à 4,5 milliards, alors qu'on a plus de 70% des terrains qui sont d'âge ancien. Donc là, il y a un biais fabuleux. Alors, est-ce que c'est vraiment le cas? On se demande pourquoi on n'aurait échantillonné que des météorites d'âge ancien. Bon, on peut mettre un bémol maintenant. Ça, ce diagramme a plus lieu d'être parce que parmi les schergotites basaltiques, effectivement, il y en a des récentes, mais il y en a beaucoup qui sont anciennes. Et les schergotites basaltiques, donc l'acronyme S dans SNC, c'est l'essentiel des météorites martiennes. Donc on y reviendra un peu plus tard.
Là, je vous ai représenté un petit diagramme. Hein, c'est le diagramme qui exprime ce qu'on appelle le temps d'exposition au rayonnement cosmique. Alors, le temps d'exposition au rayonnement cosmique, ça a l'intérêt suivant. Ça nous permet de mesurer la durée du voyage interplanétaire entre Mars et la Terre, donc d'avoir un peu une idée de l'âge d'éjection sur Mars et donc des cratères d'impact. Et alors, ce qu'on remarque, si on a 38 SNC qui sont bien distinctes, en fait, on a des regroupements, c'est-à-dire qu'en fait, en termes d'exposition au rayonnement cosmique, hein, l'exposition au rayonnement cosmique, ce qui se passe, c'est qu'au départ, vous avez un échantillon qui est sous la surface de Mars, donc il est protégé, il est expulsé, là, il va être bombardé, il va y avoir des réactions nucléaires, après, il rentre dans l'atmosphère terrestre, il va être protégé à nouveau. Bon, il y a quand même des corrections à faire sur Terre, mais si vous voulez, en mesurant cette radioactivité dans les échantillons météoritiques, eh ben, on arrive donc à avoir cette estimation de la durée du voyage et donc à remonter sur les âges d'éjection, dont les cratères d'impact. Et donc, si on regarde ce petit diagramme, en fait, pour 38 météorites, on aurait 3 ou 5, en fait, maintenant, on en aurait peut-être 5 ou 6 ou 6 ou 7 impacts différents. Donc en fait, contrairement aux météorites lunaires, où pour 30 météorites lunaires, on a 30 impacts distincts, pour les météorites martiennes, on a 38 martiennes, mais qui viennent de sites limités en nombre. Petite question aussi qu'on peut se poser, c'est curieux, parce que le bombardement est quand même quelque chose qui existe depuis le début de l'histoire des planètes. Et en fait, ces temps d'exposition au rayonnement cosmique, ils sont assez récents, hein, puisque c'est moins de 16 millions d'années. Ça mesure juste, si vous voulez, la résistance à l'érosion. Parce qu'en fait, si vous prenez des météorites de fer, elles, on va avoir des temps d'exposition au rayonnement cosmique qui peuvent être d'1 milliard d'années. Par contre, les météorites de pierre, elles se pulvérisent. Et donc, ce qui arrive sur Terre, ce sont vraiment des éjectats les plus récents. Les autres se sont complètement fragmentés, donc on n'y a pas accès. Donc en fait, c'était juste une petite parenthèse au niveau des sites, hein, des sites d'origine des Martiennes dans le cadre global de la planète Mars. En fait, pour les météorites qui ont moins d'1,3 milliard, on a tout lieu de penser qu'elles viendraient des grands dômes volcaniques. Le problème, c'est qu'en fait, hein, là, dans cette carte d'inertie thermique, on voit que ces grands dômes sont recouverts de poussière. Donc on a peu de chances de reconnaître notamment les naclites et les chacinites par des études spectrales. Je vous dis ça parce qu'un certain nombre de travaux portaient justement, notamment les MANIP-TESS, un spectre d'émission thermique, essayer de voir si on pouvait trouver des spectres de martiennes sur les cartes qu'ils élaboraient. Il y a peu de chances, en tout cas pour les jeunes, puisque les jeunes martiennes, entre guillemets, puisqu'elles sont cachées sous la poussière. Et je parle peut-être un peu vite, donc si vous avez des questions en cours d'exposé, on peut s'arrêter. Hein, donc ça, là il manque une petite image, donc ça ce sont des images assez anciennes, hein, où on vous montre donc la zone bleue qui est donc sous la poussière, l'hémisphère sud où ça serait des roches de type basaltique, et l'hémisphère nord où il y a eu le débat à savoir est-ce que c'est des andésites ou des basaltes hydratés altérés. Maintenant le débat est à peu près clos, les andésites étant des roches difficilement pensables à la surface de Mars, qui supposent une tectonique active, ce qui n'est pas le cas de Mars. Et bon, on a tout lieu de penser que cette hypothèse andésitique ne tient plus la route. Donc ça, c'est très schématique et simpliste, hein, mais ces cartes pétrographiques qui vous disent, bon, Mars, à grande échelle, grâce au spectre d'émissions thermiques, bon, la surface de Mars, c'est du basalte. En fait, on fait des combinaisons linéaires, hein, à partir de spectres en bibliothèque de plagioclase, feldspath, pyroxène, etc. Et on regarde si ces combinaisons fit avec des roches de type basaltique ou pas. Et là, vous voyez très bien, vraiment de façon très très empirique, hein, mais là, vous voyez très bien que pour l'hémisphère sud, on a du plagioclase et du pyroxène calcique, plagioclase plus pyroxène calcique, basalte. Donc voilà. Et
si on en croit ces traitements de données, on aurait des basaltes avec un plagioclase supérieur en quantité au pyroxène, et on va le voir que ce n'est pas le cas des données, notamment des données qu'on a à partir des météorites martiennes. Donc oui, là, c'est un peu redondant, basalte, c'est ce qu'on appelait andésite. Et dans des diagrammes type TAS, donc on a le silicium en fonction des alcalins, et ben on se situait au départ plutôt dans ces zones-là, qui sont des zones quand même beaucoup plus riches en silicium que les informations que vont nous donner notamment les météorites et surtout les données in situ des robots mers qui vont se situer par ici. Mais il faut bien voir qu'il y a des barres d'erreurs monumentales, hein, puisque bon, vous savez qu'on fait des déconvolutions de spectres, on a des proportions de minéraux qu'on combine pour faire des roches, et à partir de ça, on va en déduire une chimie de roche. Bon, la propagation d'erreurs, elle est énorme. Hein, et donc, là, qu'on soit dans des compositions riches en silicium, c'est vraiment le reflet direct de la quantité de rapports plagio-pyroxène qu'on a dû mettre dans ces déconvolutions, sans parler du quartz et du reste. Mais par contre, ce qui est très intéressant, et qu'en fait, ce sont des données pas si anciennes, puisque c'est surtout en 2003 qu'elles ont explosé, c'est la quantité d'olivine sur Mars. Et notamment, là, vous voyez dans les terrains noachiens, on en a quand même pas mal. Alors vous allez me dire, ça c'est bleu, bon, bleu, vert, mais bon, il y a beaucoup d'olivine. On va revenir dans le détail sur ce problème en cours d'exposé. Donc Mars, depuis 2003, on sait que la quantité d'olivine est abondante, et ça a été révélé notamment dans la région de Syrtis Major Nili-Fossé qui se situe ici. Donc là, on fait un zoom. Et dans cette région, donc forte concentration en olivine. Donc là, on a un volcan bouclier avec à l'est un cratère d'impact qui est Isidis Planitia. Donc Syrtis Major, volcan bouclier, avec apparemment des concentrations d'olivine importantes qui seraient très riches en fer. Hein. L'olivine terrestre, hein, on est à 80-90% de magnésium, hein, donc on est par là. Hein. Là, on aurait des olivines riches en fer, à la fois dans la caldeira et sur les flancs du volcan. Donc, ce volcan est d'âge hespérien. Et au nord, Nili-Fossé, où là, on aurait des olivines, entre guillemets, peut-être plus magnésiennes, dans des terrains plus anciens, puisque ce sont des terrains noachiens. Alors moi, Nili-Fossé, c'était un endroit que j'aimais bien, comme beaucoup de gens. Et on en reparlera aussi par rapport au site d'atterrissage prévu pour les prochains robots. Moi, j'aurais bien aimé qu'on aille sur ce site parce que pour les problèmes de croûte primitive, à mon avis, il aurait pu nous apporter beaucoup de choses. Mais pour des problèmes d'ingénierie et de technique, c'est difficile de faire atterrir un robot dans cette zone-là. Donc le site a été éliminé dans les choix récents. Alors là, ce sont les données oméga donc acquises par l'IAS, entre autres, donc ces données de réflectance infrarouge, etc., qui ont permis de préciser certaines des données de test. Donc c'est une approche complémentaire. Elles ont surtout permis, mon test montrait plutôt des parts pyroxène plagio. Là, ça a permis de faire des différences un peu plus subtiles dans le type de plagio. Le type de pyroxène. Il y a des pyroxènes dits calciques et des pyroxènes dits magnésiens. Et en fait, Oméga fait le distinguo et cette mission semble avoir montré qu'il y aurait plus de pyroxène magnésien dans les terrains anciens noachiens qu'il n'y en aurait dans des terrains plus récents. Bon, ceci dit, ces données Oméga, elles ont leurs limites comme toutes. Rien n'est parfait. Elles n'arrivent pas à analyser le plagioclase. Donc on ne peut pas refaire du magmatisme juste sur un rapport plagioclase calcique, plagioclase magnésien. Comme on l'a vu dans certains articles, on ne peut pas faire de l'évolution magmatique juste sur ce rapport de phase. Par contre, Oméga, à mon avis, et c'est ça qui a été la révélation de cette mission, ça a été très intéressant au niveau des roches sédimentaires, puisque là, comme vous l'avez remarqué, on a parlé quand même exclusivement de roches magmatiques, et Oméga a quand même permis de révéler des concentrations d'argile importantes, et ces concentrations d'argile, c'était plutôt dans l'hémisphère sud,
et pas dans l'hémisphère nord bleuté. Donc l'hypothèse d'un océan et d'abondance d'eau dans le nord de Mars a été vraiment complètement rejetée. Donc là, vous avez ces sites dans l'hémisphère sud riches en argile. Et si mes souvenirs sont bons, les sites jaunes sont des phases hydratées et les sites bleus sont des phases de type sulfate. Donc, ce qui a permis à Bibring de faire une échelle, comment dirais-je, de temps, mais calquée sur les phases d'altération, donc sur le type d'atmosphère qu'il y avait à ces différentes périodes. Alors, tous ces modèles ne sont que des modèles, ont un aspect simpliste. On peut toujours trouver des contre-exemples, mais ça donne quand même des cadres de référence qui sont vraiment intéressants pour des discussions futures. Donc, il a corrélé les argiles aux noachiens, il appelait ça l'ère philosienne. Après, les sulfates à l'hespérien, donc il appelait ça le téchien, et des oxydes de fer anhydre pour l'amazonien, le siluricien. Donc ça permet d'avoir cette espèce d'échelle qui donc est une espèce d'échelle climatologique qui est une échelle d'altération, puisque donc on aurait eu donc une période très chaude, là tout le monde est d'accord, avec de l'eau libre en surface, une atmosphère relativement plus épaisse qu'elle ne l'est maintenant. Un phénomène brutal, donc avec un changement au niveau environnement global, peut-être arrêt du champ magnétique, mise en place de ces espèces de grands volcans, de ces points chauds extrêmement actifs qui ont donné des volcans avec des émanations de soufre absolument phénoménales. L'atmosphère s'est échappée, hein, plus de champ magnétique. On s'est retrouvé à ce moment-là dans un climat beaucoup plus froid, avec des pluies acides, précipitations de sulfate, et enfin la dernière ère, qui serait donc une ère amazonienne avec précipitation d'oxyde de fer anhydre. Donc c'est un schéma simple, bon, mais il a le mérite de servir de base de discussion et surtout, donc, il est fondé sur ces découvertes récentes. Moi, ce qui m'a frappé, il y a eu un meeting, un workshop sur ces argiles et je trouvais sidérant de voir les images où on voit des falaises de 200, 300, 400, 500, 600 mètres d'épaisseur d'argile très consolidée dans l'hémisphère sud de Mars. C'est assez spectaculaire. Donc là, ce sont des spécialistes d'ici, hein, donc Olivier Guénaud et autres, qui ont sorti ces images. Alors je me trompe peut-être, hein, donc c'est des images, là on n'est plus dans de la pétrologie, on est dans du rayonnement gamma pour avoir des espèces de cartes élémentaires, de chimie élémentaire, et à une certaine profondeur en dessous du sol. Donc il y a aussi beaucoup de barres d'erreur, mais bon, moi j'ai extrait de ces cartes la carte du fer parce qu'elle est curieuse. Tout l'hémisphère nord semble enrichi en fer. Alors est-ce que c'est lié au phénomène d'altération ? C'est un peu en contradiction avec ce que dit Oméga. Si on a plus de pyroxène magnésien riche en fer dans le sud, pourquoi on aurait plus de fer dans le nord? Donc ça, c'est un premier carte qui m'intrigue. Deuxième carte dont je me resservirai, que j'aime assez, c'est la carte du chlore, où là, le chlore est bien couplé aux zones de volcanisme intense. Et donc, en fait, le soufre l'est aussi. Hein, donc, en fait, on pourra en reparler. Ça permet aussi de rattacher certaines météorites d'âge jeune dans ces zones-là, parce que dans ces météorites, on verra qu'on trouve du chlore d'origine magmatique. Et cette carte, ces deux cartes couplées potassium-thorium, qui n'ont pas la même volatilité, l'un étant beaucoup plus volatile que l'autre, et qui montrent bien qu'on ne peut pas avoir d'eau mobile à grande échelle dans l'hémisphère nord. Donc là, je pense que l'idée de l'océan dans l'hémisphère nord, tout le monde l'a abandonnée. Donc ça, c'était les questions qui étaient posées il y a quelques années. Non, TESS et Oméga ne sont pas forcément adaptés pour chercher les régions sources des météorites. En tout cas, sûrement pas pour les naclites et les chacinites qui sont jeunes, puisqu'elles sont sous la poussière. Qu'en est-il des schergotites? Donc on va essayer de regarder ça par la suite en regardant quelle est la pétrologie des schergotites. Bon, TESS et Oméga nous disent que les roches la plus abondante à la surface de Mars, ce sont des basaltes. Est-ce que les SNC, ce sont des basaltes? On dit roche basaltique, mais une roche basaltique, c'est une composition. Est-ce que ça a des textures de basalte, donc de roches effusives, mises en place en surface?
Tess et Oméga ont révélé l'abondance d'olivine à la surface de Mars. Qu'en est-il des météorites SNC? Et les météorites, l'olivine, vous le savez, c'est quand même un des premiers minéraux à cristalliser en profondeur, un des premiers minéraux à s'altérer en surface. Donc c'est un bon fil conducteur, un bon fil d'Ariane pour essayer de contraindre le type de magmatisme qu'on a sur Mars et les conditions d'altération. Et c'est pour cela qu'on avait lancé l'an dernier un mémoire de M2, donc, qui a été fait par Agnès Cousin, qui est en thèse ici chez vous maintenant, sur cette thématique. Donc je résumerai un peu les résultats qu'elle a obtenus. Donc maintenant, la deuxième partie, ces météorites martiennes, qui donc ressemblent à s'y méprendre à des roches terrestres, qui sont assez banales, mais qui coûtent, entre parenthèses, celle-là, c'est 50 000 $ le gramme. Donc c'est pour vous dire que ça doit être une roche riche en olivine, d'une banalité extrême, et on l'a chez nous, ça c'est bien. Cette chassinite, elle est préservée, on a la masse principale au Muséum d'histoire naturelle. Pourquoi? Parce que c'est une chute observée qui a eu lieu près de Dijon en 1815 au plateau de Langres, et donc on a la masse essentielle. Et bon, cette météorite est très chère parce qu'elle est très rare. Alors, donc, on va regarder un peu la pétrosystématique de ces SNC. Donc, SNC, il y en a 38. Elles correspondent à 4 ou 5 sites d'échantillonnage. Donc, S, c'est comme Shergotite. C'est les météorites martiennes, de loin, les plus abondantes. Alors, vous avez deux chutes. Shergotite, donc une chute qui a eu lieu en Inde, semble en 1865, et Zagami. Et le reste, ce sont des trouvailles. Alors ça, c'est un petit détail qui a son importance, c'est que dans les météorites, il faut distinguer chute et trouvaille. Une chute observée, c'est beaucoup plus valable parce que votre roche n'a pas le temps d'être perturbée, modifiée par l'altération terrestre. Donc si vous voyez de l'altération dans ces roches, elle est extraterrestre. Par contre, les trouvailles, elles ont séjourné, ce sont des météorites qu'on trouve bien longtemps après, soit elles ont séjourné dans des déserts froids et secs, soit dans des déserts chauds, soit dans les tiroirs du muséum. Et ça, c'est pas terrible parce que même une vingtaine d'années ou même une centaine d'années dans un tiroir, il se passe quand même pas mal de choses. Donc, il se trouve qu'on a la chance donc, au muséum d'avoir ces échantillons types, Shergotite et Zagami. Donc N, c'est la deuxième catégorie, c'est N comme Nakhla en fait. Les nachlites, ce sont des roches qui, on va le voir, riches en pyroxène. On n'en connaît que 7 et la première est tombée en Égypte. La légende veut qu'elle ait tué un chien sur le coup, c'est ce qu'on raconte. Et voilà, et on a aussi cet échantillon au laboratoire qui est le seul échantillon type. Parmi les 7, toutes les autres sont des trouvailles. Enfin, chassinite, donc jusqu'il y a peu de temps, on n'avait qu'une chassinite. C'est la météorite chassinite tombée sur le plateau de Langres, donc près de Dijon. Maintenant, on en a trouvé une autre qui est une météorite de type désertique. Et enfin, ALH, c'est le petit S, SNCS. C'est cette orthopyroxénique assez singulière qui a fait couler beaucoup d'encre, qui est aussi une trouvaille et pas une chute, puisque certains ont cru y voir des traces de vie et ça a lancé notamment le débat sur la vie sur Mars. Donc si on les regarde comme ça, ces Shergotite, ces nachlites, ces chassinites, comme ça au premier ordre, d'abord ce sont des roches ignées, ce ne sont pas des roches sédimentaires. On a vu par Oméga qu'il y a des sédiments sur Mars, des sulfates, des argiles. On n'a pas de météorites sédimentaires, ça se comprend intuitivement. Bon, déjà, je ne sais pas si on pourrait les reconnaître, mais l'intégrité mécanique est quand même moins importante qu'une roche magmatique bien consolidée, parce qu'il faut survivre au choc et survivre au voyage interplanétaire. Donc, c'est un biais d'échantillonnage. On a essentiellement donc des roches magmatiques. Et si vous regardez de loin sans qu'on les décrive, les textures sont à gros grains. Donc, ce sont des gros cristaux. Qui dit gros cristaux dit refroidissement lent. Donc, ce ne sont pas des roches de surface, ce ne sont pas des roches effusives, c'est des roches intrusives. Donc, ça, c'est important aussi. Un basalte, c'est une roche qui se met en place en surface. On en a une qui a une texture de basalte. C'est cette Shergotite dite picritique où vous avez une matrice grain fin, un microlithe, avec des gros cristaux d'étrangers d'olivine fragmentée. Mais à part cette roche-là, l'essentiel des Shergotites
dites basaltiques dans la littérature sont de composition basaltique, mais ont plutôt des têtes de gabbro, c'est-à-dire des têtes de roches qui ont cristallisé sous la surface. Donc, ces types texturaux sont tels qu'on ne peut pas dire que les météorites martiennes soient des basaltes au sens strict, sont plutôt donc des roches intrusives, donc plutoniques, hypovolcaniques, échantillonnées sous la surface, qui constituent la base de coulées épaisses comme les naclites. Et donc, du coup, a fortiori, on aura encore peu de chances de les voir grâce aux données spectrales, puisqu'elles ne sont pas très présentes en surface. À l'exclusion des schergotites pricritiques, qui, elles, sont vraiment des basaltes riches en olivine, et on le verra. Ces basaltes riches en olivine, les robots en ont rencontré un certain nombre, notamment sur la plaine de Gusev. Donc d'un point de vue minéralogique, pareil, on va garder des ordres, on va rester dans des généralités, mais dans des généralités importantes. On va voir en fait que ce qui domine la minéralogie de toutes ces roches, ce sont des minéraux, comme vous le voyez, colorés, donc en lumière polarisée, c'est-à-dire des minéraux riches en fer et en magnésium, donc plutôt des pyroxènes et des olivines, et peu de plagioclase. Ce qui est aussi en contradiction avec les données de test, où on voit plagioclase, pyroxène en quantité équivalente, et ça veut dire quelque chose sur la chimie du manteau source. Et là, par exemple, on va le voir, il y a du plagioclase, mais il est noir. On va voir pourquoi en regardant le détail donc, de ces différents types de roches. Donc les schergotites les plus abondantes des SNC, on en a 28. Et si on regarde leur composition modale, c'est-à-dire la proportion d'olivine, plagioclase et pyroxène, on a en gros 3 grands groupes. Les schergotites basaltiques, on a pyroxène plagio, mais beaucoup d'entre elles sont riches en pyroxène et pauvres en plagio. On a heureusement certaines qui sont en quantité à peu près équivalente des deux phases, donc qui sont plus proches des données spectrales. Et puis on a d'autres types qui sont riches en olivine, on les appelle les schergotites lerzolitiques et les schergotites picritiques. Donc ces schergotites, la schergotite type donc de type basaltique, là vous avez Schergotis, cet échantillon qui est tombé en Inde donc en 1865. Et il est intéressant, là cet échantillon, vous avez une image en lame mince, vous voyez en vert les cristaux de pyroxène, et en noir c'est le plagio. En lumière polarisée, le plagio c'est pas noir, le plagioclase, donc c'est un silicate d'alumine sans fer et sans magnésium, et il est blanc-gris avec des macles. Là il est noir, pourquoi ? Parce qu'il a été vitrifié. Alors ça aussi, c'est quelque chose qui nous permet de reconnaître un gabbro martien d'un gabbro terrestre. C'est qu'en fait, le choc est tellement important pour pouvoir arracher ces roches de la surface de Mars qu'on va vitrifier les phases plagioclasiques et ça va donner du vert plagioclasique qui du coup est amorphe, donc qui est noir en lumière polarisée analysée. Donc c'est vraiment l'indice de choc important qui a permis d'échantillonner ces martiennes et c'est un des critères de reconnaissance. Quand on voit comme ça ces roches martiennes avec croûte de fusion plus ou moins développée, quand on voit que le plagioclase est vitrifié, là on se dit c'est peut-être une martienne. Donc là c'est une image au même, c'est pour vous montrer quand même que vous voyez ces grosses phases-là, c'est les pyroxènes, et ces petits plagioclases vitrifiés, vous voyez bien qu'en quantité relative, souvent quand même le pyroxène est plus abondant que le plagioclase, ce qui n'est pas le cas d'un gabbro ou d'un basalte, où on a en quantité à peu près égale les deux phases. Les schergotites lerzolitiques, donc ça, il n'y en a que 8, et ce sont des roches cumulatives. Vous avez une accumulation, en fait, d'olivine et d'orthopyroxène. Donc c'est des roches cumulatives à gros grains qu'on cristallisait en profondeur. Et les schergotites picritiques, alors là, ce sont des roches très intéressantes parce que ce sont les seules qui soient vraiment basaltiques, avec une matrice à grains fins et ces gros cristaux d'olivine. Évidemment, ces roches-là, on les aime bien parce que c'est ces roches qu'on a trouvées à Gusev. Donc, on a 9 schergotites picritiques et ces roches sont assez semblables à ce qu'on est en train d'analyser sur les sites de Gusev et Meridiani. Alors les naclites, c'est la deuxième grande catégorie. Donc là, je vous ai dit, l'échantillon type NACLA, on en a 7 à l'heure actuelle sur 38. Ce sont des roches faites essentiellement de gros cristaux de pyroxène, très peu de phases plagioclasiques et de temps en temps une olivine. Elles sont moins choquées et elles auraient un âge à 1,3 milliard.
Alors, ces roches, elles viennent toutes, ces naclites, ce qui est intéressant, c'est qu'elles se ressemblent, mais elles ont des petites différences. Elles ont toutes le même âge et elles viennent toutes probablement du même site, elles ont le même temps d'exposition au rayonnement cosmique. Et on pense que ce site, c'est le dôme volcanique de Tharsis ou d'Elysium. Ceci dit, on ne savait pas sous quelle forme ces roches qu'on cristallisait quand même en subsurface, sous quelle forme on pouvait les trouver à la surface de Mars, soit sous forme de cils, soit sous forme de coulées épaisses. Et ça, c'est des travaux, c'est juste pour vous montrer qu'à partir de ces roches qui viennent du ciel, on peut quand même faire, comment dirais-je, de la pétrologie magmatique comme on en fait sur Terre. Donc c'est 7 naclites, là je vous en ai représenté que 3. Ce sont donc des roches riches en pyroxène, mais en fait il y a des petites différences. C'est que le rapport pyroxène sur mésostase varie, c'est-à-dire que là dans cette roche-là, on a un vrai cumulat, on n'a que des pyroxènes jointifs. Et dans cette roche-là, on a des pyroxènes, mais on a plus de ce qu'on appelle de mésostase, donc de verre entre les grains. Et en fait, c'est cette roche, on a pu en fait les superposer et les intégrer dans une coulée épaisse avec les cumulats à la base et les roches plus effusives en surface, et avec des choses assez précises sur le plan quantitatif, en utilisant les techniques qu'on étudiait beaucoup dans le laboratoire Jaoul à l'époque, c'est on regarde en fait les profils de diffusion dans les minéraux de ces différentes naclites. On voit qu'ils sont bien marqués au sommet de la coulée, qui sont pratiquement pas plats en base de coulée. Donc là, on a un refroidissement lent en base de coulée où le rééquilibrage a eu le temps de se faire. Par contre, en haute coulée, on a un refroidissement beaucoup plus rapide. Les rééquilibrages diffusifs n'ont pas pu se faire. Et en utilisant la forme de ces profils, on a accès aux conditions de refroidissement des roches, donc à leur profondeur d'échantillonnage. Donc, si vous voulez, avec ce genre d'approche, finalement, avec une série de 7 naclites qui viennent de Mars, qui viendraient du même site, qui ont le même âge, on arrive à reconstituer une coulée épaisse qui est tout à fait similaire d'ailleurs à des coulées qu'on trouve au Canada, genre Théosflo. Donc ça, c'est pour vous montrer qu'on peut quand même faire de la pétrologie détaillée et remonter à des édifices 3D, rien que par l'étude de ces météorites. Parce que finalement, ces météorites, on est toujours, c'est comme les gens qui travaillent sur les nodules au fond des océans, ou les gens qui travaillent sur Terre sur les xénolithes remontés par les basaltes. On n'a pas la géométrie 3D du corps de départ. On travaille sur des objets hors contexte, ce qui est le cas des météorites. Donc, ce petit exemple des naclites vous montre que quand même, on peut reconstituer des édifices magmatiques. Alors, les châssinites, donc châssigny que vous voyez ici, donc il en est tombé 4 kg plateau de Langres. On en a 800 grammes au muséum, le reste, on ne sait pas où c'est. Alors, ça doit être chez quelqu'un. Mais ce quelqu'un est richissime, il est assis sur un tas d'or, hein, puisque ça coûte très très cher. Et donc, ce sont des cumulats, donc des roches riches en olivine. Vous voyez ça en lumière polarisée. Et je vous ai mis exprès cette photo de palasite. Palasite, j'en ai parlé en tout début d'exposé. Palasite, donc c'est ces météorites qui seraient représentatives de la limite noyau-manteau. Et là, on a vraiment des olivines qui sont serties dans du métal liquide. Là, ces olivines sont des olivines mantéliques. Pour ce qui est de Chassigny, ce n'est pas des olivines mantéliques. Hein. On est dans des contextes de champs magmatiques rustales comme le Skergarn et autres, avec accumulation en base de chambres d'olivines. Donc, ce n'est pas des roches mantéliques, ce sont des roches crustales. Et là, NWA 2737, c'est la seconde chassinite qui a été découverte récemment et beaucoup étudiée au laboratoire de Lyon. Ces chassinites, donc on en a 2, elles ont le même temps d'exposition au rayonnement cosmique et le même âge que les naclides. On pense qu'elles viennent du même endroit. Alors est-ce qu'elles seraient en base de coulée? Les travaux sont en cours. Et enfin, ALH. Alors ALH, elle est toute seule en son genre. C'est une orthopyroxénite et pendant très longtemps, on l'a classée parmi les diogénites. Les diogénites, ce sont des roches riches en pyroxène. Vous avez peut-être entendu parler de la météorite de Tataouine. Ce sont des cumulats d'orthopyroxène. Et en fait, on a mis du temps et on a fini par constater que c'était une martienne par les isotopes de l'oxygène. On avait des isotopes de l'oxygène sur la droite de fractionnement martien, pas sur la droite de fractionnement des météorites qui viennent de l'astéroïde Vesta comme Tataouine.
Et pourquoi cette météorite a été repérée, mais surtout abondamment étudiée? C'est parce qu'il y avait des petits carbonates, des rosettes de carbonates avec des magnétites autour, et certains y ont vu des précipitations d'origine biogénique, donc de la biominéralisation. Donc on se disait, super, on a des traces de vie dans ALH, et bon, donc il y aurait de la vie sur Mars. En plus, c'est une météorite de 4,5 milliards d'années. Bon, on est revenu quand même sur ces choses-là pour différentes raisons. D'abord, on a comparé ça avec Tatooine qui est une biogénite, qui a un point commun avec ALH, c'est que c'est une trouvaille. Donc ce n'est pas une chute, c'est une trouvaille. Bon, Tatooine, elle a séjourné dans le désert. ALH, elle a séjourné en Antarctique. Tatooine, il y avait des bédouins, le pipi de bédouin, ça donne des bactéries, bon, ça donne des choses qui font que, bon, j'exagère, mais c'est des roches polluées, entre guillemets, en surface. Et c'est le cas d'ALH. ALH, ce n'est pas une chute. Hein. Chergotti, c'est une chute. Nakla, c'est une chute. Chassigny, c'est une chute. Ça, c'est une trouvaille. Donc, en fait, on a tout lieu de penser maintenant, quand on voit ces espèces de petits asticots, qui sont quand même tout petits, hein, qui sont bien plus petits qu'une bactérie normale. J'ai plus l'échelle. Là, les gens ont cru voir des microfossiles de bactéries martiennes. Bon. C'est déjà beaucoup plus petit qu'une bactérie, et bon, c'est quand même assez ambigu. Et disons que maintenant, on laisse un peu de côté cette idée de croire que ALH est une météorite messagère de la vie sur Mars. Mais je pense que ça a permis quand même, comme les Américains ont besoin, comme chez nous d'ailleurs, de justifier leur mission spatiale. Chercher la vie, c'est plus populaire que connaître l'histoire de la différenciation planétaire et de se poser des problèmes de croûte primitive sur Mars. Donc quand même tout le monde se fout à l'échelle du grand public. Nous on s'en fout pas, mais la vie c'est plus porteur, on va dire. Donc ça c'est un peu des résumés, hein. Les NSNC ont des gros grains, ils sont échantillonnés sur la surface, on a peu de chance de les voir au niveau spectral. Donc là, je répète un peu ce que je dis, et il y a surtout le fait qu'elles ont quand même un enrichissement pyroxène par rapport au plagioclase, et ça, c'est pas trop en cohérence avec les données spectrales. Donc on peut se poser la question de savoir si c'est un biais d'échantillonnage ou pas. On va revenir sur la question. Mais par contre, ce qui est important, je ne l'ai pas détaillé, mais on va y revenir, l'olivine est très abondante dans les martiennes, comme elle l'est au niveau spectral. Donc là, enfin, on a un argument commun, c'est-à-dire qu'on a, tant dans les observations spatiales que dans les analyses in situ des robots, que dans les météorites, une concentration abondante en olivine. Et là, je rappelle un résumé de synthèse, là où on voit donc l'olivine est partout, mais là, c'est des diagrammes qui montrent la quantité de pyroxène, et vous voyez que la quantité de pyroxène, je m'imagine oui, qu'elle est en rouge ici, elle est fondamentalement importante dans toutes les météorites, ce qui veut dire globalement chimiquement que c'est des roches relativement pauvres en aluminium. Parce que quand vous êtes riche en aluminium, vous allez avoir tendance à précipiter du plagioclase, et qui sont plus ferromagnésiennes qu'alumineuses. Donc ça dit quelque chose sur le manteau source. Et l'olivine non cubiquiste qu'on trouve dans toutes les météorites, donc dans les chergotites lherzolithiques, elles sont de type cumulatif, comme dans les chassinites. Par contre, dans les chergotites picritiques, elles ont cet aspect fragmenté, donc certains pensent que ce sont des xénocristaux, donc des cristaux étrangers à la lave qui ont été arrachés alors, sur le sol martien ou en plus grande profondeur. Il en est de même pour les naclites. Les naclites, quand on observe dans le détail ces olivines, elles ont quelque chose d'étranger à la matrice. Et donc on se demande s'ils ne sont pas aussi des xénocristaux arrachés à ces laves épaisses qui constituent les coulées des naclites. Alors, bon, là, c'est de la géochimie que font les pétrologues. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais les SNC, c'est plutôt des cumulats, refroidissement lent. Donc la composition d'un cumulat, ce n'est pas la composition du magma par an. Hein. Donc si on veut, avec les SNC, remonter à la source mantélique, ce qui nous intéresse, il faut s'y prendre autrement. Et généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille sur des inclusions vitreuses qui sont dans ces gros cristaux, qui sont piégés au début de la cristallisation de ces gros cristaux et qui piègent des fragments de ce magma primitif. Si on analyse tout ça, donc on voit que ces inclusions vitreuses qui permettent de remonter à ces magmas primaires,
en fait, ont des compositions de type toléitique. On y reviendra, mais c'est des toléites relativement pauvres en aluminium. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi? C'est que c'est très riche en fer, 18%. Donc en fait, le manteau martien est très riche en fer. Ça, vous le savez, on y reviendra aussi. Ça, par contre, c'est un argument qui est ambigu, parce que ce n'est pas forcément vrai que le manteau martien soit si sec que ça. Mais on trouve effectivement, dans ces inclusions vitreuses, on trouve des amphiboles, qui sont des minéraux hydratés, et on trouve des micas, qui sont aussi des minéraux hydratés. Oui, ça, c'est juste pour vous montrer des inclusions vitreuses qu'on trouve dans ces gros cristaux cumulatifs qu'on refait fondre. Et à ce moment-là, on a accès à la composition du liquide primaire. Donc liquide toléitique, on garde ça en mémoire. Liquide toléitique, magmatisme type point chaud, bon, tout ça c'est lié. Bon, ça c'est de la géochimie un peu plus fine, où on voit qu'en fait Mars est relativement enrichi en volatiles. Il y a des bilans du soufre qui ont été faits aussi à partir des météorites. On fait des bilans croûte, manteau, noyau, et on en conclut, d'après la teneur en soufre qu'on mesure, qu'en fait le noyau martien est probablement plus riche en soufre que le manteau terrestre. Et en fait, si on fait de l'analyse géochimique détaillée, qu'on analyse les schergotites, elles ont des gammes de composition très variables, et on pense que ce sont des magmas qui ont bien été, comment dirais-je, modifiés lors de leur passage dans la croûte martienne. Donc ça, c'est pour vous donner une grande idée des grands ensembles de conclusions géochimiques qu'on peut faire sur ces météorites, alors que les naclites, les châssinites, c'est des roches beaucoup plus homogènes. Les schergotites, en fait, on en a 28, et elles sont de composition variable en fer, magnésium, ainsi qu'en terre rare. Alors maintenant, on en arrive à la dernier aspect, qui est l'aspect, donc, les petits robots. Donc, surtout, on va parler de Spirit et Opportunity, qui sont encore à l'heure actuelle à la surface de Mars, et dont la moisson en données est absolument prodigieuse, puisqu'ils auraient dû s'arrêter beaucoup plus tôt que ça, et qui continuent à nous donner des données. Donc, ces petits robots mères permettent des investigations un peu à distance, avec des mini-spectros type TESS, des caméras. Je passe un peu rapidement parce qu'il y a pas mal de spécialistes dans la salle sur ces questions. Ce que nous ont montré quand même ces robots, surtout dans le cratère, dans la plaine de Meridiani, c'est qu'on avait beaucoup de roches sédimentaires stratifiées. Donc ça, c'était important de découvrir ces roches, des roches riches en évaporites. On a trouvé les petites blueberries. Donc tout ça, c'était quand même tout à fait spectaculaire comme trouvaille. Il y a les investigations au contact, donc avec différents types d'instruments. Donc il y a du Mossbauer, il y a de la fluorescence X, etc. Et là, c'est superbe parce qu'on fait vraiment là, de l'analyse au contact. Et c'est quand même, en termes de barre d'erreur, même s'il y en a, plus précis d'avoir une analyse chimique et de remonter à une minéralogie via des analyses en composantes principales, via différents traitements, et remontant à la minéralogie, remontant à la roche, qu'en sens inverse, quand on fait du spectral, on fait des combinaisons linéaires de spectres de minéraux dont on a les bibliothèques sur Terre. On arrive à des roches, et à partir de ces roches, on extrait une chimie, et donc là, la barre d'erreur est plus vaste. Mais en même temps, l'intérêt du spectral, c'est qu'on a une vision à grande échelle. Alors, elle est peut-être moins précise, mais elle nous a donné énormément d'informations. Donc l'intérêt des robots mères, c'est que l'information, même si les barres d'erreur sont importantes, l'info chimique, donc pétrographique, est beaucoup plus précise et nous permet de faire des comparaisons plus serrées avec les météorites, et notamment toutes ces roches qu'on a vues et revues là, qui ont été ratissées par le RAT, là, on voit des gros cristaux d'olivine dans des matrices à grains fins, et ça ressemble à s'y méprendre aux schergotites picritiques, qui sont ces roches basaltiques riches en olivine. C'est vraiment des roches jumelles. Heureusement, donc, on a quand même des roches martiennes, des SNC, qui ressemblent aux roches qu'on est en train d'analyser, donc, à la surface de Mars. Donc là, c'est des rappels. Donc, Spirit à Gusev, il a analysé un certain nombre de sols, donc c'est des basaltes riches en olivine. Il y a surtout des analyses de roches qui ont été faites, donc qui ont montré une diversité pétrographique beaucoup plus grande
que celles qu'on connaissait avant, hein, donc avec des plaines, des provinces alcalines. Hein. Donc il y a différents rochers dont vous avez beaucoup entendu parler, Abufray, Adirondack, Mazatzal, donc ça c'est des basaltes à olivine. Donc tout ça c'est des données vraiment importantes, hein, des données d'analyse in situ, et les roches de Columbia Hill, un peu plus loin dans Gusev, qui vont être un peu plus alcalines, soit parce que l'altération est plus abondante, soit il y a une histoire d'âge, elle serait plus ancienne, et on va voir que quand vous avez du volcanisme de type point chaud, vous avez soit des laves tholéitiques, soit des laves alcalines. Et Opportunity, qui a surtout révélé donc l'existence de ces roches sédimentaires absolument fabuleuses, qui a montré qu'il y avait des sables basaltiques, et ce qui a surtout repéré une roche, Bounce Rock, qui est une roche qui là ressemble beaucoup aux shergottites basaltiques. Alors moi je trouvais ça aberrant que par chance, par hasard, on tombe avec le robot Opportunity sur Bounce Rock. Pourquoi je trouvais ça bizarre? Parce qu'à l'époque, on pensait que les shergottites basaltiques étaient des roches récentes. Et donc, je ne comprenais pas comment les roches récentes sur Mars, qui correspondent à, je sais pas, 3-4% de la surface, comment se fait-il que le robot mère Opportunity tombe sur une shergottite basaltique? Il y avait une contradiction. Bon, maintenant, cette contradiction est levée, puisque d'après les données d'Albarrán, ces shergottites basaltiques sont d'âge ancien. Donc là, on n'est plus en cohérence. Donc si elles sont d'âge ancien, ce n'est pas tellement étonnant que le robot mère en trouve une comme ça sur son chemin. Donc tout va bien. Maintenant, le chlore sur Mars, ça c'est une petite incidence. Bon, on a vu que dans les cartes, hein, il y avait pas mal de chlore dans les zones volcaniques importantes du dôme de Tharsis. Dans les roches sédimentaires, on voit qu'il y a des évaporites à Meridiani. Et ce qui est intéressant, ça c'est un travail que moi j'avais fait sur une météorite martienne, une naclite. J'avais trouvé, bon, dans les naclites, il faut voir qu'il y a du sel. Alors ça, c'est pas du sel, c'est du sel extraterrestre. Hein. C'est pour ça d'ailleurs que les météorites martiennes, quand on les scie, qu'on les polit, on ne fait pas ça à l'eau, on fait ça à l'alcool. Hein. On veut éviter un certain nombre on perd de l'information. Donc ça, ce sont des espèces de saumures, hein, qui ont percolé dans Naclin. Par contre, dans une autre naclite, j'ai trouvé dans des inclusions vitreuses des amphiboles magmatiques saturés en chlore. Donc là, c'est intéressant parce que bon, on a vraiment là une évidence, hein, de chlore, de chlore en quantité relativement abondante dans les magmas martiens. Donc voilà, donc finalement cette lave, là on raisonne comme on peut, hein, on a une coulée épaisse qui viendrait de par son âge, par son site, de ces grandes zones volcaniques récentes. Et puis bon, ben, c'est sympa parce qu'il y a en plus du chlore dedans, donc ça nous relie à cette carte. Bon, on fait ce qu'on peut, hein, mais bon, ça nous relie un peu plus aux données spatiales. Donc là, c'est des synthèses, je pense qu'on en a assez parlé. Moi, ce qui vraiment m'a donc fasciné ces dernières années, c'est qu'il y a un consensus pour dire que de l'olivine, on en a observé au niveau spatial, spectral, on en a observé de façon in situ avec les robots, et on en observe dans les météorites, et notamment dans les shergottites à olivine. Donc ça, c'était le travail que Agnès a fait l'an dernier chez nous. En fait, ce qui est intéressant, c'est de travailler un peu plus près sur ces olivines, parce que finalement, elles vont nous dire des choses sur la profondeur et sur la surface. Si vous avez beaucoup d'olivines dans les roches basaltiques martiennes, ça vous donne des informations sur le manteau source, ça vous donne des informations sur les conditions de fusion partielle de ce manteau source, ça vous donne des informations sur la dynamique ascensionnelle de ces roches. Parce que si vous allez sur Terre, il y a beaucoup moins d'olivines en surface. On va voir pour quelles raisons. Mais même si on en forme beaucoup en profondeur, elles n'arrivent pas en surface parce qu'elles fractionnent au moment de la remontée. Donc si vous voulez, le fait qu'on ait beaucoup d'olivines en surface de Mars, ça donne à la fois des informations sur la nature du manteau martien, mais à la fois des informations sur la dynamique ascensionnelle de ce manteau en surface, qui est telle, rapide, etc., pour qu'il y ait peu de fractionnement. Et les conditions d'altération en surface. Donc en fait, ça c'est extrait du rapport de Agnès.
Donc là, c'est encore ces diagrammes TAS, hein, donc où on a la silice en fonction des alcalins. Et quand on regroupe toutes les données des robots et les données des météorites, bon, on voit que toutes les données mères se situent dans ce champ-là. Donc c'est dans le champ des picrites, donc de basalte riche en olivine, qui, comme vous le voyez, sont plus sous-saturés en silicium, donc qui sont dans le champ des roches alcalines. Alors que les roches, les SNC, qui sont elles aussi riches en olivine, sont cependant plus enrichies en silice. Alors, il faut faire attention, ce diagramme TAS, pour les gens qui connaissent un peu le magmatisme, ça a été établi pour des liquides, donc pour des roches effusives. Donc, vous voyez en fait l'axe des ordonnées, qui est un axe d'alcalin, et traduit, si vous voulez, plutôt la quantité de liquide par rapport à la quantité de cristaux. Or, bon, les météorites martiennes, c'est des cumulats, hein, donc il y a plus de cristaux et moins de liquide, donc c'est aussi pour ça, hein, qu'on se trouve dans cette partie-là. Bon, on les a mis dans ce diagramme, des puristes pourraient dire, bon, c'est un diagramme, on met plutôt de roches effusives qu'intrusives, mais ça permet quand même de voir ces deux grandes catégories de roches. Et pourquoi on s'est permis de faire ça? C'est qu'on a ploté aussi dans ce diagramme le point vert que vous voyez là et le point noir. Ce sont les liquides qui ont été, donc les liquides par an qu'on a extraits, la composition des liquides par an qu'on a extraits de ces cumulats. Donc là, et qui étaient piégés, hein, je vous ai montré dans ces gros cristaux. Donc là, par contre, ces points-là ont tout lieu d'être plotés dans ce diagramme. Donc les raisons de l'olivine, de son abondance sur Mars, bon, il y a des raisons évidentes, hein, on est dans les roches martiennes, donc là vous voyez sur une carte simplifiée, c'est qu'hespérien et noachien, donc le violet, le jaune, c'est à peu près équivalent au temps archéen sur Terre. Les temps archéens, c'est des petits noyaux de roches, hein, très anciennes, qui se sont faits au moment du début de l'histoire de la Terre, où le flux de chaleur était élevé. Dans ces roches archéennes, on a des comatites qui sont très riches en olivine. Donc qu'on ait beaucoup d'olivine dans des roches martiennes en surface, ça reflète effectivement ces conditions de flux de chaleur élevées au début de l'histoire de Mars. Et donc, comme les terrains anciens sont les plus représentatifs, ce n'est pas étonnant qu'on ait beaucoup d'olivine. Bon, là, ça, ce sont les compositions du manteau martien et du manteau terrestre, hein, telles qu'elles ont été déduites par différentes méthodes. Vous voyez que le manteau martien, il y a pratiquement le double de quantité en fer par rapport au manteau terrestre. Donc ça, c'est un des points importants. Et là, vous allez favoriser, avec une condition de ce type, de l'olivine en quantité beaucoup plus abondante au liquidus. Donc ça, c'est vraiment une condition de base. Hein, pour avoir cet enrichissement en fer, va permettre d'avoir à la base des laves qui vont produire plus d'olivine. Alors l'enrichissement en fer, pourquoi il y a plus de fer dans le manteau martien que dans le manteau terrestre? C'est probablement, mais là, je ne sais pas, Olivier, tu me diras peut-être le contraire. Moi, c'est plutôt une histoire de, par exemple, le noyau métallique de Mars, c'est 20% de sa masse. Le noyau métallique de la Terre, c'est 30%. Est-ce que c'est pour ça que le manteau martien est plus riche en fer? C'est un élément, probablement le... Et autre chose, là, bon, c'est des diagrammes de phase des différentes zones du manteau dans la Terre. Donc on a des manteaux à plagioclase, manteaux à spinelle, manteaux à grenat à mesure qu'on s'enfonce. Et c'est clair que comme le volume de Mars est 2 fois plus petit que le volume de la Terre, hein, donc pour une pression donnée, on va avoir une fusion partielle qui va se placer dans le champ des lerzolites à spinelle et pas dans le champ des lerzolites à plagioclase. Petite flèche. Donc pour ce qui est des grands traits volcaniques, hein, on sait que Mars, il n'y a pas de tectonique des plaques, c'est un volcanisme de type point chaud. Le volcanisme de type point chaud sur Terre, il donne des tholéites et des basaltes de type alcalin. Donc tout ça reste cohérent avec ce qu'on observe. Et là, c'est un petit rappel des compositions de l'olivine telles qu'on les a observées dans Syrtis Major et Nili Fossé. Syrtis Major, bon, c'est des olivines assez riches en fer. Nili Fossé, des terrains plus anciens, des olivines plus magnésiennes. Et si on confronte ça avec les données des météorites,
on a quelque chose d'assez intéressant à signaler, c'est qu'on a vraiment deux groupes de composition. Les olivines cumulatives, elles sont plutôt magnésiennes. Les olivines qui seraient des xénocristaux, donc des cristaux arrachés dans les laves, sont plutôt riches en fer. Donc ça, c'est un peu toute l'histoire du statut de l'olivine sur Mars qu'on voit à l'heure actuelle. Là, il y a beaucoup de travaux qui sont en train de se faire. Est-ce que c'est de l'olivine en placère qui s'est accumulée? Et en placère, on va accumuler plutôt l'origine riche en fer, qui est plus dense. Est-ce que c'est des bedrocks avec des olivines plus magnésiennes? Donc quand on regarde ça, on peut se poser la question, mais là aussi c'est encore des raisonnements très primitifs, mais on est obligé de commencer par ça, de se dire qu'à Syrtis Major, où on a vraiment pas mal d'olivines riches en fer, est-ce qu'il ne s'agirait pas de placère? Donc voilà. Maintenant, pour ce qui est de l'altération, là je vous montre une roche martienne. Donc c'est une roche qui a 1,3 milliard. C'est une naclite. Et dans cette roche, on a trouvé des smectites. Donc c'est des roches, des petites argiles rouges qui zèbrent les olivines. Alors ces smectites, hein, bon, si on revient au schéma de Bibring, Oméga, etc., les argiles, c'est le noachien. C'est le début de l'histoire de Mars. Hein. Là, c'est des roches beaucoup plus récentes, et donc 1,3 milliard amazoniennes, et on a des smectites. Alors, quand on a trouvé ces smectites, on a fait ce travail d'ailleurs avec Philippe Gillet, qui maintenant est parti ailleurs, il ne s'occupe plus tellement des météorites martiennes, et en fait, on a fait des rapports d'essurage sur ces smectites, et qui nous ont montré en fait qu'elles reflétaient non pas une eau atmosphérique, mais une eau qui venait de circulation hydrothermale souterraine. Et on sait qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas d'eau libre sur Mars, mais par contre, il y a de l'eau en sous-sol, hein, et que c'est cette eau qui aurait altéré ces météorites. Parce que si vous voulez, la météorite elle a 1,3 milliard, et les datations qu'on peut faire sur ces smectites, hein, ce qu'on peut en dire, c'est qu'elles ont 700 millions d'années, quelque chose comme ça. Ce qui est intéressant, c'est que bon, on peut faire plein de petites choses. Hein, ça, c'est un peu des petits travaux qu'on peut faire sur ces smectites, qui sont plutôt de basse température. C'est pas, si vous voulez, c'est pas de la serpentine, hein, qui est quand même un minéral qui altère l'olivine dans le manteau terrestre. Et en analysant la géométrie de ces petites fractures, bon, on voit que ce n'est pas pénétratif, que la chimie de ces smectites est guidée par les minéraux, donc c'est des infiltrations extrêmement locales. Il y a différentes générations de veines, donc c'est des infiltrations épisodiques, ce n'est pas une immersion dans une nappe. Tout ça, c'est pour vous montrer ce qu'on peut tirer comme information de ces toutes petites argiles qu'on trouve dans les météorites martiennes. Et les rapports d'essurage qu'on a faits qui nous ont permis de dire que ce n'était pas de l'altération en surface, mais de l'hydrothermalisme. Donc, là, ce sont les conclusions de cet exposé qui, j'espère, n'a pas été trop long. Donc, TESS et oméga, c'est très important, mais pas forcément pour identifier les régions sources des météorites. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Qu'il y a quand même une contradiction entre les données, même TESS oméga mer, c'est qu'en fait, on a quand même des roches plus enrichies en aluminium, donc en plagioclase, dans les données spatiales, que dans les météorites, qui elles sont plus enrichies en pyroxène. Donc en tout cas, pour les météorites les plus récentes, ça voudrait dire qu'en fait, on a extrait la croûte noachienne et qu'on a extrait à ce moment-là pas mal de plagioclase, donc pas mal d'aluminium. Et donc les magmas qui viennent après vont être plus appauvris en aluminium et vont donc donner des roches plus riches en pyroxène. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? C'est que l'olivine en surface, c'est peut-être une estimation minimale, puisque vous savez bien que l'olivine, c'est le premier minéral à s'altérer. Hein, donc qu'il s'agisse d'olivines très anciennes dans des conditions chaudes et aqueuses au noachien ou d'olivines plus récentes sous des pluies acides au moment de l'Hespérien, tout ça, ça aurait dû s'altérer plus rapidement. Alors bon, peut-être qu'elles ont été dégagées plus récemment, mais l'un dans l'autre, hein, on peut se dire que l'observation à l'heure actuelle qu'on fait de l'olivine à la surface de Mars, c'est une observation minimale, qu'il y en avait beaucoup plus, mais qu'elle a été en partie altérée. Donc les grandes conclusions, donc volcanisme de points chauds, séries alcalines et tholétiques, ouf, toutes nos roches tombent dans ce type de composition, sont des roches riches en olivine. On ne sait pas encore faire la part des choses dans le spatial sur ce qui est des coulées, sur ce qui est des placères, mais les travaux sont en train d'avancer.
et que les paramètres internes en faveur de la cristallisation d'olivine, on en a 3 essentiels: le pourcentage en fer, le flux de chaleur élevé, la profondeur de fusion. Après, que ça n'est pas fractionné de façon significative, ça veut soit dire qu'on remontait relativement rapidement plus proche des profondeurs, soit aussi que comme Mars, c'est quand même une planète plus petite, hein, la distance qu'il y a à faire pour que ces magmas atteignent la surface par rapport à la Terre est plus petite. Voilà, donc en fait, on n'a pas fini avec ces météorites martiennes, hein, mais il faut qu'on continue parce que pour l'instant, les missions de retour d'échantillons martiens, c'est pas encore pour demain, on en parle, mais la seule échantillonnage direct qu'on ait, ce sont bien les météorites. Elles ne sont pas forcément représentatives de la croûte primitive, et ça, c'est vraiment une grosse question importante, et c'est pour ça que moi, j'aurais bien aimé que la prochaine génération de robots MSL voit cette problématique comme une problématique au premier ordre, mais je vous dis, pour des raisons techniques, il y a de fortes chances qu'on n'atterrisse pas sur une zone riche en noachiens, mais bon, on verra. Mais que ces informations, même si elles sont des informations parcellaires, ces informations des météorites, elles permettent de pousser les raisonnements de magmatisme assez loin et de compléter assez efficacement les données spatiales, mais beaucoup reste encore à faire sur ces échantillons. Et donc là, c'est ce petit robot qui partira bientôt avec la mission, avec l'expérience Chemcal, donc pilotée par Sylvestre, et dont j'espère rapportera notamment un certain nombre de réponses aux questions qu'on se pose sur la croûte primitive. Je le répète, sur le statut de l'olivine sur Mars, entre autres, et sur les phénomènes d'altération à des époques anciennes. Voilà, donc je crois que je vous ai brossé un panorama assez général. J'espère que je n'ai pas été trop longue. Voilà, je vous remercie de votre attention.